Tire un jour sans retour, et voilà, me retrouver dans les frontières sécurisées pour pouvoir repartir en amont dans mon pays que je laisse temporairement pour pouvoir l'aimer de loin, participer de loin à l'effort commun, partir un jour sans retour, c'est ce qui nous attend à tous en vie. On doit partir pour céder la place aux autres, partir un jour, faire un tour pour revenir armé joyeusement, patiemment, reconstruire tout ce qu'il faut. Pam 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 pam. Et bah, param pam, oh oh, param pam, para para pam 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 para pa pam. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne et merci d'accepter d'écouter. On va parler de quoi? Alors, on saura le thème au cours du débat, de la discussion. Une question. Qu'est-ce qui se serait passé si le général de Gaulle avait refusé de quitter la France au moment de l'occupation allemande? Qu'est-ce qui lui serait arrivé à ce moment-là? Parce que c'est le roi de la résistance à distance. La résistance qui a permis, finalement, d'attendre la libération et de vaincre l'ennemi. Que se serait-il passé si De Gaulle, par fierté ou par nationalisme exagéré ou par je ne sais pas quoi, n'avait pas accepté l'exil temporairement? Que se serait-il passé si Nelson Mandela avait, lui, été accueilli en exil quelque part quand il a commencé à être pourchassé, harcelé, persécuté par l'oppresseur de l'apartheid? Si quelqu'un lui avait tendu la main hors du pays, les presque 30 ans passés dans une prison auraient peut-être été évités et son action aurait, à distance, encore été plus puissante. N'est-ce pas? Ou peut-être pas, mais que se serait-il passé? On peut poser la même question pour Patrick Lumumba, on peut poser la même question pour Thomas Sankara. Voilà, Patrice Lumumba au Congo qui a été décapité pour avoir voulu la liberté de son pays. Alors, vous avez deviné le thème, hein? Alors, le retour au pays. Vous voyez donc que le retour au pays, rester en Afrique pour développer l'Afrique. Vous qui partez, honte à vous. Vous ne devez pas partir, ou alors si vous êtes parti, revenez immédiatement parce que vous ne servez à rien à la communauté. Voilà les discours qu'on nous sert, les discours culpabilisants qui ne sont pas au fait des réalités de tout le monde, qui ne sont pas au fait des réalités de chacun. Ces discours, évidemment, peuvent aider une certaine catégorie de la diaspora, partie. Mais est-ce que vous, en écoutant ces discours, vous arrivez à vous rendre compte que ce discours n'est pas fait pour vous? C'est de ça qu'il s'agit. Pour ceux qui ne sont pas au courant, l'Afrique est un continent occupé. L'Afrique n'est pas libre. Il y a des guerres partout. Il y a beaucoup de guerres. Et les pays qui ne sont pas en guerre sont en paix relative. C'est-à-dire, c'est une paix, mais jusqu'au jour où ça peut chambouler. Est-ce qu'il faut donc fuir l'Afrique? Est-ce qu'il faut donc renoncer à l'Afrique? Évidemment, non. Parce que c'est notre continent, et si on en parle autant, c'est parce qu'on l'aime. C'est parce qu'on l'a connu, c'est là où le ciel a voulu nous déposer pour que nous naissions là-bas. Et partir de l'Afrique, pour ceux qui partent en exil, n'est jamais aisé. D'ailleurs, vous allez voir beaucoup d'exilés politiques prendre la parole dans les réseaux sociaux, dans les réseaux sociaux, pour essayer de continuer dans cet amour, dans ce partage de ce qu'ils ont connu de l'Afrique ou de ce qu'ils continuent de suivre de l'Afrique. Partir de l'Afrique n'est en rien renoncer au continent pour la plupart des exilés. Partir de l'Afrique n'est en rien un défaut ou un problème. Partir de l'Afrique est parfois une urgence vitale qui est nécessaire pour vous maintenir en vie, pour vous sortir du danger.
Mais partir de l'Afrique ne veut pas dire renoncer à l'intérêt de ce continent. Parce que si nous partons de l'Afrique, d'autres y vont. D'autres y vont, pourquoi? Parce que c'est ce pourquoi ils font des guerres d'ailleurs. Vous voyez un peu? Moi, je me rappelle d'une chasse. Quand je vivais au Cameroun, je voyais les chasseurs chasser la taupe. La taupe, c'est un animal qui ressemble au rat, hein, au rat, voilà, qui se terre dans la terre. Et donc, quand ils chassaient la taupe, ils avaient une technique. Ils repéraient le trou où se logeait la taupe. Et vous savez ce qu'ils faisaient? Méthode très simple. Ils foutaient le feu tout autour de l'entrée du trou de la taupe. Ils ne mettaient pas le feu à l'entrée parce que la taupe, s'il y avait du feu, n'allait pas aller vers le feu. Ils mettaient le feu tout autour. Et la taupe n'avait pas d'autre choix dès que la chaleur commençait à le trouver là où il était là-bas. Le réflexe humain de la taupe, c'était de bondir de son trou et d'aller vers l'extérieur. Et à l'extérieur, il y avait le feu qui était encerclé, qui l'attendait. Et le chasseur était évidemment en alerte pour lui donner le coup de massue afin qu'il ne s'échappe pas de la barrière du feu et qu'il n'ait aucune chance en fait. Donc, les chasseurs étaient tout prêts à lui donner le coup de massue. Voilà. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'effectivement, s'il y a les guerres dans nos territoires africains, et nous qui avons vécu, nous le savons, parce que nous y avons vécu, c'est parce que l'Afrique est riche. L'Afrique possède tout ce que d'autres continents ont déjà gaspillé, parce que chaque continent a évidemment possédé des richesses. Mais vous avez vu, les pays sont développés parce que voilà, on a épuisé les stocks qu'il y avait dans ces pays-là. Et l'Afrique a encore une terre promise, c'est-à-dire là où, pour avoir les batteries, comme ils font en ce moment, on fait les voitures électriques, et bien voilà, il faut aller prendre les matériaux africains pour pouvoir alimenter les téléphones portables, tout ce qui fonctionne avec un certain nombre de minéraux qui, eux, sont rares et doivent être naturels. On ne va pas rentrer dans les détails techniques. On sait tous que l'Afrique est riche, mais l'Afrique est le seul continent qui est riche et qui ne vend pas ses matières premières au bon prix, au juste prix. Et c'est pour ça qu'il y a les guerres. Vous voyez la taupe, pour manger la taupe, pour attraper la taupe, le chasseur abuse de sa force et attrape la taupe comme ça. Mais ça ne veut pas dire que le territoire de la taupe était pourri, mauvais. Et c'est ce que bon nombre d'Africains, effectivement, pensent. C'est-à-dire qu'ils pensent que là où ils sont, c'est mauvais. Parce qu'il y a plein de chasseurs autour qui les traquent. Voilà. L'Afrique n'est pas un continent qui a un problème naturellement. Mais les problèmes sont voulus, créés exprès pour faire partir ceux qui peuvent partir parce que d'autres personnes veulent occuper le terrain et mieux l'exploiter. Donc, quand vous êtes traqué comme une taupe et que vous devez sauver votre peau et peut-être celle de votre famille, il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte à ça parce que si vous n'êtes plus en vie, vous ne pouvez plus rien faire pour l'Afrique. Vous ne pouvez plus rien faire. Donc oui, peut-être dans un premier temps, vous allez partir. Et quand vous allez même partir, vous allez même avoir le devoir d'aider les membres de votre famille qui peuvent partir aussi parce qu'il faut être nombreux à avoir des forces à approcher les territoires sécurisés pour pouvoir donc se mettre déjà à l'abri dans un premier temps, prendre des forces dans un deuxième temps et peut-être créer des alliances dans un troisième temps. Donc, vous pouvez vous sentir concerné par le retour en Afrique en ayant donc déjà compris la situation africaine et votre position à vous face à cette situation-là. Et là, vous prenez vos responsabilités. Prendre les responsabilités, c'est quelque chose qui est magique parce que ça vous positionne, ça vous donne de la force tout de suite. De la force mentale, de la force psychologique, de la force de résistance. Vous ne retournez plus en Afrique naïvement, à croire qu'on vous attend là-bas et qu'on vous attend pour vous donner la place qu'il vous faut. Vous avez voyagé, vous rentrez au pays, vous êtes respecté, vous êtes aimé, on vous donne la place du maître qui va donc mener ses frères à bon port. Ça, c'est de la naïveté la plus toxique. Et je suis une grande naïve, moi, c'est mon défaut. C'est une naïve qui vous parle. Mais l'avantage de connaître ses défauts, c'est qu'on apprend à les aimer. Si on a suivi la parole de Jésus qui a dit « Aime tes ennemis », une parole qui m'a longtemps inquiétée, je me suis dit « Mais attends, il n'y a pas pire connerie que cette phrase. À quel moment tu aimes tes ennemis pour qu'ils te tuent, pour qu'ils t'assassinent ?» Mais comme Jésus parlait tout le temps en parabole,
quand vous analysez un peu, vous allez voir qu'il ne parlait même pas des ennemis externes, parce qu'il parlait toujours de l'être humain lui-même, conscientiser l'être humain lui-même avant d'accuser ton frère. Toi-même, tu es comment? Est-ce que tu t'es analysé? Et quand vous regardez cette logique qu'il avait l'habitude de pointer du doigt, vous comprenez qu'il parle de tes propres ennemis internes. Tes ennemis internes ne sont autres que tes défauts. Or, si vous regardez bien, le défaut est un revers d'un super pouvoir. Si vous avez un défaut, c'est aussi là qu'est logée votre plus grande qualité, votre don même, j'ai envie de dire. Donc la naïveté est un super pouvoir qui peut. Moi, je suis soignante. Je soigne les gens. J'ai besoin de croire à des miracles. J'ai besoin de croire que le monde va bien. J'ai besoin de croire en la guérison de mon malade pour pouvoir avoir l'énergie, produire de l'énergie nécessaire pour le soigner, pour me soigner moi-même quand j'ai des bobos. Donc, j'ai besoin de positiver au maximum pour utiliser la loi de l'attraction qui va donc produire le miracle de guérir et de m'apporter l'intelligence qui soigne, qui guérit, qui fait que je vais faire des gestes hyper rigoureux pour soigner. Et le malade va guérir. La personne va repartir de bon pied, va recevoir les conseils qui vont le guider comme une lumière, comme un phare dans la nuit. Donc, quand vous avez un défaut, si vous l'aimez dans le sens où vous le surveillez, vous l'avez à l'œil, vous le tenez prêt parce que vous allez le surveiller et vous allez le neutraliser pour que le revers là, la toxicité là, ben oui, parce qu'un défaut ça produit quoi? De la toxicité. Votre propre toxicité là, vous allez la neutraliser. Partir en Afrique, c'est ça. Repartir en Afrique. On ne repart pas en Afrique naïvement. Naïvement. Ça c'est hors de question. On repart en comprenant les réalités et en se préparant au maximum. Donc, quand le message n'est pas nuancé, le risque, c'est que vous repartiez naïvement, de façon béat, on m'attend, vous avez compris le contexte, il y a les chasseurs là-bas. Alors, est-ce que vous revenez en agneau, en top qu'on va chasser, ou est-ce que vous revenez en guerrier blindé mentalement et qui sait comment se positionner en territoire occupé, fût-il votre propre territoire? Encore une fois, pour ceux qui connaissent l'histoire en France de la résistance, regardez la résistance, comment ça s'est organisé. Les partenariats qu'il a fallu organiser hors du pays pour aider les résistants sur place. Et les résistants ne sont pas tous sortis vivants de cette histoire. Que ce soit extérieur ou interne, il y a des pertes. Vous-même, vous pouvez compter parmi les pertes. Donc oui, il y a de la guerre en Afrique ne veut pas dire il faut en avoir peur. Ou il ne faut plus l'aimer, il faut s'en débarrasser. Non. Il faut en être conscient. Quand on dit guerre, il faut déterminer qui sont les ennemis. Et les ennemis ne sont pas parfois toujours extérieurs. L'ennemi peut être d'abord vous-même. Quand vous persistez dans une naïveté toxique, vous êtes l'ennemi. Ben oui. Vous participez à la destruction de ce territoire magnifique dans lequel Dieu nous a posés. Est-ce qu'il faut faire la chasse aux étrangers? Non. Puisque nous-mêmes, on part à l'étranger. L'étranger a le droit de venir chez nous. Mais dans quelles conditions l'étranger doit venir chez nous, vivre avec nous? C'est ça qu'il faut déterminer. Parce que jusqu'à preuve du contraire, quand vous partez en étranger, vous devez vous adapter aux conditions locales. Maintenant, l'étranger qui est chez nous et qui se comporte en maître, au lieu d'être un citoyen lambda et avoir les mêmes avantages, qui s'organise pour piller le pays et te chasser toi qui es dans ton territoire, naturellement, est-ce que c'est comme ça qu'il doit se positionner? Non. Alors, comment on fait pour résoudre ça? Ça mérite des débats, ça mérite des stratégies, ça mérite la réflexion déjà de vous-même et après, en partenariat. C'est pour ça que je dis, l'Afrique n'a pas besoin que des ingénieurs ou des entrepreneurs. Ça a aussi besoin des gens qui se parlent, qui sont en association et qui pensent l'intérêt profondément de ce continent-là. Sinon, ce n'est que des discours creux où vous allez vous jeter dans la gueule du loup, alors même que vous pensez rentrer au bercail, à la maison, et que tout va bien. Donc, sachez lire entre les lignes. C'est hyper important. Il y a le mensonge partout. Nous sommes en mytholande. La production des mensonges en rafale. Et ce n'est pas dans un but juste pour animer la galerie.
c'est aussi dans un but de détourner l'attention, occuper les esprits faibles à la distraction pendant que le pillage se fait en masse. Et vous, comment vous faites? Est-ce que vous êtes dans la distraction ou est-ce que vous êtes en train de réaliser ce qui se passe? Le retour au pays, c'est la responsabilité. C'est d'une responsabilité énormissime. Et il ne faut pas blaguer avec ça. Sinon, vous allez être broyé dans le système. Entre ceux qui vous auront vendu du rêve, qui vous auront plumé à fond, et ceux qui vous attendent au tournant parce que eux, ils vont s'en prendre à votre argent et vos rêves là, vos illusions, vous situez où? Parce que en face, il y a aussi les vrais combats qui s'y déroulent pour occuper votre propre territoire, sans vous, de préférence. Mais il y a aussi ceux qui veulent occuper ce territoire avec vous. Il y a des étrangers en amis qui sont là, avec qui on peut travailler main dans la main, évidemment. Il ne faut pas voir le noir partout, ou le blanc partout d'ailleurs. Ce n'est pas que négatif partout. C'est qui les partenaires avec qui on peut travailler? Mais comment toi tu organises ce travail? Et comment tu te positionnes toi? Si tu viens te positionner en serpillère, on te prend en serpillère. Si tu viens te positionner en poubelle, on te prend en poubelle. Si tu viens te positionner en partenaire qui a appris. L'exil sert à ça. Apprenons. Enrichissons notre esprit. Moi, j'ai envie de dire, quand on sort de l'Afrique, le premier rêve n'est pas de retourner en Afrique sans cesse. On s'intéresse à l'Afrique, oui, mais on doit voyager. On doit voir comment les autres ont fait. Comment les autres se sont organisés pour travailler en groupe et pour être puissants. Et j'aime bien Stéphanie Mbida, une youtubeuse camerounaise qui vit aux États-Unis. J'aime bien quand elle parle de ça, que regardez comment les autres groupes sont puissants, comment ils travaillent main dans la main, comment ils s'organisent. On ne dit pas que c'est facile, on ne dit pas qu'ils n'ont pas de problème. Il ne faut pas tomber dans la naïveté de ça. C'est aussi des luttes de pouvoir. Mais il y a une idéologie derrière. Mais c'est laquelle? Comment cette idéologie tient des siècles et des siècles et fait donc d'eux des groupes puissants? Moi, je n'ai pas de réponse. Moi, je ne prétends pas avoir réponse à tout. Je donne des pistes de réflexion qu'il faut aller continuer de creuser. Pour dire quoi? Pour dire, ce n'est pas que votre petite personne qui compte dans le retour au pays. C'est vous et le contexte. Parce que jusqu'à preuve du contraire, quand vous vivez à l'étranger, vous connaissez finalement le pays où vous vivez plus que le pays que vous avez laissé. Oui, même si vous avez régulièrement les infos, même si vous y retournez régulièrement, vous connaissez mieux le pays où vous êtes que le pays que vous avez laissé. En tout cas, si vous êtes quelqu'un d'ouvert d'esprit et quelqu'un qui aime s'intéresser à là où il vit. Parce que l'homme s'adapte à son environnement. Vous êtes obligé de connaître votre environnement pour vous y sentir bien, pour vous y adapter. Retournez dans le contexte que vous avez laissé 5 ans, 10 ans, 20 ans en arrière, c'est évidemment le réadopter à nouveau. Évidemment, tenir compte des réalités qui s'y passent là maintenant. Ce n'est pas projeter vos rêves et les plaquer, tac, et dire oui, tout ira bien. Même si on vous le vend comme dans une publicité, une affiche publicitaire, oui, viens avec moi, moi je te dis tout ira bien, tout ira bien. Non, vous-même allez voir quel contexte vous attend. Quelle réalité on ne vous dit pas, sachant qu'on ne vous dit pas tout. Il y a des choses il faut aller chercher, il y a des choses on ne peut même pas en parler librement. Qu'est-ce qui se passe? Et comment on fait? Quand on sait ce qui se passe, comment je me positionne, c'est-à-dire les infos que vous êtes allé chercher là, elles servent à quelque chose, vous prenez vos responsabilités ou vous ne les prenez pas. Nous, on dit souvent en médecine, c'est parfois, il vaut mieux ne rien faire que de faire mal. Vaut mieux ne rien faire que de faire quelque chose qui va aggraver votre cas. En économie, c'est pareil. Vaut mieux ne pas vous lancer dans un business que vous ne connaissez pas, parce que vous gardez quand même vos économies, plutôt que de vous lancer dans quelque chose et de tout perdre. Parce que vous êtes allé comme ça, parce que vous avez entendu les cancans ici et là qui vous ont dit c'est facile, moi j'ai la recette, viens, donne-moi tous tes sous, moi je te montre, et vous vous retrouvez comme ça. Vaut mieux ne rien faire que de faire mal. Quand vous faites quelque chose, assurez-vous que vous avez déjà assez de connaissances, d'informations, de culture, d'enrichissement intérieur pour produire donc quelque chose qui va peut-être pas être un succès à 100%, mais qui va vous enseigner quelque chose et qui va vous apporter quelque chose, peut-être financièrement, matériellement, humainement, en rencontre, qui va vous ouvrir les portes. Ou alors ne faites rien. Même si vous avez commencé à faire abandonner. Ah oui, oui, oui. Qui n'a pas abandonné un projet en se rendant compte qu'il n'avait pas suffisamment de ressources? Beaucoup de gens, tout le monde, ça lui arrive à beaucoup de gens. Vous n'êtes pas le seul, ni la seule. Et donc,
La vie, il n'y a pas de recette quelque part de comment réussir ou comment échouer. C'est vous qui allez découvrir en faisant votre sauce. C'est comme une cuisine. Quand vous vous lancez dans un nouveau plat que vous ne connaissez pas, il y a 99% de chances que vous le ratiez. Hein. Mais il faut le savoir. Parce que des fois, vous le réussissez une fois. Les 1% qui restaient, vous réussissez. Ah, ça y est, vous vous prenez pour le roi du monde. Vous commencez à dire, oui, je vais enseigner aux gens. Non. Vous avez réussi par hasard. C'est pas, vous n'avez pas développé des compétences spécifiques pour pouvoir les transmettre, en fait. Donc, c'est pas les une fois aléatoire là qu'il faut croire que ça y est, vous êtes le roi du retour au pays, ça y est, vous êtes le roi pour monter les entreprises à distance, ça y est, vous êtes le roi de je sais pas quoi. Aimer à distance, quand on n'a pas la possibilité d'aimer sur place, c'est une sagesse. Voilà, c'est un succès. C'est bien. Et quand les conditions que vous travaillez à distance s'améliorent et que vous sentez que là, l'heure a tourné, un peu comme De Gaulle, finalement il est revenu en France et tout s'est bien passé, vous pouvez vous aussi retourner au pays. Et tout se passera bien. Parce que vous avez, dans l'ombre, travaillé ce retour, en fait. Vous pouvez, vous n'êtes pas resté les bras croisés en Angleterre, en train de se dire, voilà, quand ils voudront, ils viendront me chercher. Si vous avez lu les bouquins, vous avez appris tout ce qu'ils faisaient dans l'ombre pour pouvoir bénéficier des soutiens. Moi, je ne dis pas que De Gaulle est un homme parfait et que c'est le Messie à suivre. Je dis, on peut s'inspirer de l'histoire pour voir comment certaines résistances se sont passées, certains retours au pays se sont passés pour nous aussi nous positionner. Nonobstant ce qu'on pense des gens, on les aime pas, on les trouve pourris, on les trouve machin, mais qu'est-ce que la personne peut nous enseigner? Qu'est-ce que nous pouvons prendre de ce personnage historique? Et qu'est-ce que et de quoi ça nous sauve des autres personnages historiques, comme j'ai parlé de Mandela, de Lumumba et d'autres personnes qui n'ont, eux, pas bénéficié de ce type de soutien, d'un certain nombre de stratégies qui auraient pu aider à des dénouements différents. C'est de ça qu'il s'agit. Un humble point de vue, hein. Chacun peut continuer la réflexion à son niveau en partant des éléments de sa propre vie. Le point de vue, hein. Voilà, les solutions doivent être individualisées. Ciao, ciao, ciao.